temps d'échanger sur la situation politique du pays. Ensuite, les deux personnalités animent un point de presse. Première question, qu'est-ce que les deux hommes se sont dit dans la salle d'audience? Je viens donc pour rendre hommage au travail accompli, pour encourager les initiatives afin de consolider la réconciliation et la stabilité dans le pays et finalement pour manifester clairement que le soutien de l'Union européenne s'inscrit dans la durée. Nous resterons à vos côtés au-delà de cette période transitionnelle de sortie de crise. Nous sommes avec vous en tant que partenaires durables, fiables et fraternels. Pour matérialiser cet engagement, l'Union européenne renouvellera le mandat de sa mission de formation militaire et cela jusqu'en 2016. Le but est de contribuer à la réforme des forces armées et de sécurité du Mali. Une nouvelle fortement saluée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. 4 bataillons aujourd'hui, je crois que le 4e bataillon est en voie d'achèvement. C'est dire donc ce qui a été fait de manière extrêmement importante déjà en si peu de temps. Pourquoi nous souhaitons la prolongation qui a été accordée. Et notre ami le président Van Rompuy vient de vous dire qu'on va aller jusqu'en 2016 et après on verra. Inch'Allah, comme on dit. Je pense que tout le monde sait, c'est presque un truisme de le dire, dans quel état était l'armée malienne lorsque le malheur nous est tombé dessus. Cette crise malienne était presque téléphonée. Tout le monde avait dit à satiété les menaces lourdes qui pesaient à nos frontières. Tout le monde avait dit à satiété les risques particuliers qui étaient dirigés sur le Mali, principalement le Nord Mali. Donc ce déferlement de troupes djihadistes, quelque part, était attendu. Au-dedans, je sais, je ne ferai pas un procès en dehors du tribunal, mais les faits sont là. L'armée malienne, sous-équipée, pas entraînée, n'a pas pu offrir la résistance souhaitable. La suite est connue, pour que je revienne dessus. Il était donc d'évidence qu'une armée digne de ce nom devait être mise en place. Tout le monde a parlé de reconstruction de l'armée malienne, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est bien le propos de nos amis européens et leur mérite que de l'avoir compris. Et sans tarder, ont mis en œuvre cette formation de l'UTM à Koulikoro, dont je disais tantôt que déjà les éléments formés là sont opérationnels dans le Nord Mali déjà. Pas de paix durable sans une assise économique et sociale solide. Telle est la conviction du président du Conseil européen. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le cadre du 11e FED, l'Union européenne va accroître son aide budgétaire au Mali. On a mobilisé des fonds et dans le 10e programme de développement et dans le 11e programme de développement, des fonds pour un volume substantiel. C'est fait. Environ plus de 500 millions. En fait, si on fait le compte avec d'autres aides, on est dans le 10e programme, c'est 700 millions. Et pour le 11e programme, ce sera supérieur à ce qui était prévu initialement dans le 10e programme. Je crois qu'on est convenu des secteurs dans lesquels on travaillera ensemble, dont le secteur de la sécurité, de la justice, de l'état de droit. Van Rompuy a également invité le chef de l'État à prendre part au 4e sommet Union européenne-Afrique qui se tiendra les 2 et 3 avril prochains à Bruxelles. Le sommet se tient en effet à un moment de renouvellement de l'engagement européen avec l'Afrique. L'Union européenne contribue avec bientôt plus de 3000 hommes et femmes aux efforts de stabilisation dans 7 pays africains, ainsi qu'au renforcement des capacités africaines de gestion de crise et à la formation des forces de sécurité. Cet engagement dans le domaine sécuritaire va de pair avec l'engagement pour le développement économique et social. Chers amis, pourquoi n'ayons-nous pas dès lors à Bruxelles dans ce sommet qui va réunir l'Europe et l'Afrique? Nous nous y rendrons de bien belle façon et avec plaisir, car nous savons que là-bas seront envisagées les pistes de l'avenir de demain, qui feront encore plus fortement socle d'amitié à nos peuples, l'Europe et l'Afrique. C'est donc bien à nous, M. Van Rompuy, de vous remercier.
Le président du Conseil européen a salué la vision du président Ibeka pour le Mali. Il s'agit par exemple de la lutte contre la corruption et le renforcement de la gouvernance sécuritaire. Parlant de la sécurité dans le Sahel, Ibeka dira que la création du G5 est une réponse à cette situation. Il s'agit selon lui pour les pays concernés de mutualiser leur politique sécuritaire pour faire du Sahel un espace de paix. Le président du Conseil européen a prononcé cet après-midi son discours devant l'Assemblée nationale. Dans son intervention, Herman Van Rompuy a salué les efforts réalisés par les Maliens pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il a aussi renouvelé le soutien de l'Union européenne au Mali et fait part de la vision de son institution pour le renouveau du partenariat. Compte rendu de Mamari Koné. Cette visite du président du Conseil européen à l'Assemblée nationale traduit la volonté de l'Union européenne à accompagner le Mali. Dans son discours de bienvenue, le président de l'Assemblée nationale, après une brève présentation de son institution, a salué l'appui de la communauté internationale pour la sortie des crises. Le Mali fait face à la nécessité de construire un État moderne dont l'épine dorsale sera une armée républicaine, une administration assainie et une justice intègre. Nous comptons sur la communauté internationale, singulièrement le Conseil européen, pour nous accompagner et nous aider à atteindre ces objectifs. Europe et Afrique pour un renouveau du partenariat. C'est autour de ces thèmes que le président du Conseil européen a articulé son intervention devant les élus de la nation. Occasion pour lui de se réjouir du retour de la paix au Mali. Je me réjouis que votre pays soit déterminé à poursuivre d'importantes réformes politiques et institutionnelles. Il faut rendre impossible la répétition des événements tragiques de 2012 et 2013. Cette Assemblée a un rôle crucial pour accompagner l'exécutif dans sa lutte contre la corruption, dans la consolidation démocratique et la politique de régionalisation. Sur les plans sécuritaires et humanitaires, il a salué les efforts consentis par le gouvernement malien avec le soutien de l'Union européenne. Le suivi de la conférence de Bruxelles du 15 mai 2013 offre à la communauté internationale le meilleur moyen d'appuyer les efforts du gouvernement et d'accompagner cette sortie de crise sous le pilotage de l'administration malienne. Je tiens à vous rappeler que l'Union européenne tient sa parole. L'intégralité des moyens promis par la Commission européenne a été engagée. De graves menaces à la paix et à la sécurité perdurent au nord de notre pays et dans la sous-région du Sahel, dira le président du Conseil européen. C'est pourquoi pour lui, il faut de nouvelles perspectives pour la jeunesse. Au vu de ces menaces, il est absolument nécessaire de réaliser des progrès rapides dans le cadre des pourparlers afin de rendre possible un dialogue inclusif avec les communautés du nord du Mali, bien sûr dans le respect des valeurs de la République et de l'intégrité territoriale. Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution durable à la crise malienne qu'une solution malienne. Le président du Conseil européen a aussi salué le courage des États africains qui ont décidé d'intervenir dans les différents foyers de tension. Dans ces théâtres d'opération, dira-t-il, l'Union européenne a été aux côtés de ses alliés africains, plus précisément en RDC, en Somalie, au Tchad, au Sud-Soudan, au Mali et en République centrafricaine. Plus de 2300 hommes et femmes sont déployés en ce moment en Afrique dans des opérations sous le drapeau de l'Union européenne, travaillant pour consolider la paix et la stabilité, toujours en appui aux efforts africains. Plus de 700 hommes et femmes additionnels viendront les rejoindre d'ici peu dans des opérations en cours de préparation et de lancement, portant le nombre total à plus de 3000. Le président du Conseil européen a enfin évoqué la tenue du sommet Afrique-Union européenne les 2 et 3 avril prochains, un sommet qui devra aborder le partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne, un partenariat qui s'intensifiera avec une enveloppe de 20 milliards d'euros pendant la période 2014-2020. À noter que le partenariat Union européenne-Afrique vise à transformer l'aide publique en investissement à travers le commerce, l'investissement et l'agriculture. Les élus de la nation ont dans leur majorité apprécié cette sortie du président du Conseil européen. Notre reporter Mamari Koné a recueilli les impressions de Aïdara Aïssata Sissé et de Modine Diaye. Nous les écoutons.
C'est toujours un honneur pour nous d'avoir au niveau du Parlement le président du Conseil de l'Union européenne. Il a dit beaucoup de choses qui nous ont principalement intéressés, mais il faut retenir qu'il y a quand même beaucoup à faire. Il l'a déjà dit d'ailleurs, mais en tant que parlementaire, je m'en voudrais, si vous me tendez le micro, de ne pas dire qu'on a encore besoin de l'Union européenne, on a encore besoin de la MINUSMA, on a encore besoin de toute la communauté internationale pour que le Mali soit réunifié. Le problème de Kidal reste un problème crucial pour nous. Et l'Union européenne vient d'intervenir à Bangui, en Centrafrique. On aurait bien voulu que quand la France a intervenu, que l'Union européenne soit là aussi. C'est vrai que mieux vaut tard que jamais. Ils ont accompagné, mais on attend d'eux qu'ils s'impliquent plus pour que le Mali soit réunifié. L'adresse du président du Conseil européen est une adresse qui donne un signal très fort par rapport à la qualité de la relation entre le Mali et l'Union européenne. Et ce que je retiens fondamentalement de cette adresse, c'est que le président conforte le peuple malien à travers cette adresse à l'Assemblée nationale en indiquant premièrement que la paix est un élément essentiel pour notre pays qui sort d'une crise très grave. Deuxièmement, les différents projets et les différents programmes qui sont en cours, notamment au plan économique, et qui portent sur le renforcement du commerce extérieur entre notre pays et même la CEDEAO et l'Union européenne, qui portent sur le renforcement des investissements et l'amélioration de l'agriculture dans nos pays. Voilà quelques-uns des points clés qui ont attiré mon attention par rapport à l'adresse du président. En quelques heures, le président du Conseil européen a eu plusieurs activités. Accompagné du ministre de la Défense, il s'est rendu à Koulikoro pour une visite à l'EUTM qui regroupe 22 nationalités européennes. Il était donc allé témoigner aux experts militaires européens de l'accompagnement de l'Union européenne à poursuivre le renforcement des capacités des militaires maliens et ce jusqu'en 2016. De Koulikoro, la correspondance de Seydou Traoré. La visite du président du Conseil de l'Europe ici à Koulikoro intervient à 3 semaines de la fin de la formation du 4e bataillon, le groupement tactique interarmes Balanzan. Ici, le commandant du Jetia Balanzan a fait le point sur son groupement, notamment sa configuration, l'état du matériel et le moral de la troupe. À pas de charge, le visiteur est allé s'imprégner de la qualité des exercices menés au flanc de la colline. Un exercice qui consiste à réduire une résistance isolée. Pour contribuer très fortement à la stabilisation de ce pays, ce beau pays, que depuis quelques heures, suffisant pour me rendre compte de la beauté de ce pays. Et donc vous êtes ici pour stabiliser ce pays indépendant, libre, unifié, et il doit le rester. Le jour où nous quitterons, après 2016 au plus tôt, le jour où nous quittons, les Maliens seront suffisamment formés pour prendre leurs propres responsabilités. C'est une mission essentielle pour le Mali, pour l'Europe, pour la paix aussi, pour la stabilité du Mali, mais aussi de l'ensemble de la sous-région. Et donc, c'est une mission qui a été vraiment fondamentale pour nous. Herman Van Rompuy a reçu des mains des instituteurs européens un cadeau symbolique. L'épouse du président de la République a offert un déjeuner à la première dame d'Europe. Entourée d'épouses de ministres et de femmes leaders, la journée s'est prolongée par une visite au musée national et au parc zoologique. Juste après, Keïta Aminata Maïga et son invité ont visité l'Institut national de formation socio-sanitaire de la Croix-Rouge, cette fois accompagnée de l'épouse du Premier ministre. Les visites ont été suivies par Aïssata Ibrahim Maïga, sans compte rendu. La première dame d'Europe accompagnant son époux en visite au Mali a été l'hôte à déjeuner de l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga.
À ce déjeuner qui a réuni plusieurs femmes leaders de notre pays, elle a exprimé toute son admiration pour la femme malienne. Je suis vraiment impressionnée par la chaleur de votre population, par leur volonté de prendre en main, surtout les femmes, de prendre en main leur situation et de travailler sur le futur, surtout des jeunes dans votre pays. Ils seront vraiment convaincus, et moi je suis convaincue qu'ils arriveront à surmonter tous les défis. Le choix du parc national pour lui souhaiter la bienvenue a tout son sens. En effet, Mme Rompoy a une licence en sciences botaniques et l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Meiga, est présidente de l'ONG Agir pour la protection de l'environnement. Tout un symbole. Autour de la table, deux First Lady, épouses de ministres, femmes politiques et représentantes de groupements de femmes, ont débattu des acquis en matière de développement durable. Ensuite, accompagnée toujours de Keïta Aminata Meiga, Mme Rompoy a visité le Musée national, un patrimoine partiellement financé par l'Union européenne. L'autre étape du programme de la Première Dame d'Europe concernait l'Institut national de formation socio-sanitaire de la Croix-Rouge au Mali. Accompagnée cette fois-ci de l'épouse du Premier ministre, elle a pu s'imprégner des conditions de formation dans ce centre. Ça m'intéresse tout court de voir comment vous vous organisez pour donner une bonne éducation au niveau de la santé, des infirmières, des docteurs. C'est tellement important. Celle qu'on connaît en Europe par son franc-parler et sa modestie se dit repartir très optimiste en ce qui concerne l'avenir radieux et paisible pour le Mali. Vous le savez, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, est à Bamako depuis hier soir. À son arrivée, il a été accueilli par le président de la République avec tous les honneurs. Les Maliens ont tenu eux aussi à lui réserver un accueil populaire des grands jours. Ils sont sortis très nombreux pour souhaiter la bienvenue au roi Mohamed VI. L'ambiance de l'aéroport à la résidence du roi, c'est avec Ibrahima Traoré. Bamako s'est fortement mobilisé ce mardi pour réserver un accueil des grands jours au roi du Maroc. Le Boeing de Sa Majesté a atterri à l'aéroport international de Bamako-Sénou à 18h. Le souverain chérifien répond ainsi à une invitation personnelle du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est un roi tout souriant qui est accueilli à sa descente d'avion avec tous les honneurs à la hauteur des relations séculaires qui unissent le Mali et le Maroc. Après les honneurs militaires, le roi Mohamed VI salue le Premier ministre et les membres du gouvernement, les présidents des institutions, le corps diplomatique accrédité au Mali et plusieurs autres personnalités invitées. Le souverain s'est déplacé avec une très forte délégation d'une centaine de personnes. Ce sont essentiellement des ministres et des chefs d'entreprise. La foule en liesse est aussi présente pour souhaiter dans une ambiance festive la bienvenue à l'hôte de marque. La fête est agrémentée par le spectacle offert par les masques Dogon. Là aussi, sentiment de joie et d'estime se mêlent pour dire merci au roi pour toutes ses actions de solidarité en faveur du Mali.
Les deux chefs d'État se sont ensuite dirigés vers le salon d'honneur pour un bref entretien. Un tête-à-tête suivi aussitôt d'un véritable bain de foule à travers la ville. Des milliers de personnes sont sorties pour vivre et saluer avec éclat le passage de Sa Majesté. Cette visite du roi est sa deuxième au Mali, après celle effectuée lors de la prise de fonction du président de la République en septembre dernier. Ce nouveau déplacement du souverain marocain en terre malienne atteste de la forte volonté des deux dirigeants de dynamiser et de consolider les relations de coopération entre les deux pays amis, unis par les relations économiques ancestrales et une histoire commune. La pose de la première pierre d'une clinique prénatale à Sébélikoro et la signature de plusieurs accords de coopération sont à l'agenda de ce déplacement royal. Voilà, belle ambiance hier soir à Bamako. Sa Majesté Mohamed VI est accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires, toute chose qui va enrichir le monde des affaires du Mali et du Maroc. D'ailleurs, une rencontre de haut niveau a eu lieu cet après-midi entre les opérateurs économiques maliens et marocains. C'est pour fructifier la coopération sud-sud afin d'aboutir à un partenariat gagnant-gagnant. Nyanya Alou Traoré. La crème des crèmes des opérateurs économiques de deux pays réunis ensemble, discutant et partageant sur des idées futuristes, avec à la clé un double objectif, favoriser le partenariat sud-sud et revivifier la coopération existante. Ce que nous souhaitons, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne voulons pas que ce soit les entreprises marocaines seules qui viennent s'installer. Nous voulons que ce soit en partenariat avec des entreprises maliennes. L'objectif visé, c'est le partage d'expériences, les différents plans qui ont fonctionné chez nous, les mesures, mais aussi l'expertise du secteur privé. Du beau monde et des belles idées, il y en avait, et tous convergeaient sur la valorisation du secteur privé. Cette communauté d'affaires qui a accompagné Sa Majesté aujourd'hui au Mali est venue avec la détermination de se mettre au service du développement malien, au service des priorités fixées par le président et par le gouvernement malien, de manière à ce que l'impact soit un impact créateur de valeur, créateur de richesse, un impact qui contribue à l'accélération de la dynamique de développement du Mali. Valorisation du secteur privé, mais surtout que le secteur privé entre dans les activités à forte valeur ajoutée, notamment dans l'agriculture et l'agro-industrie. Vous savez que le Maroc est un pays qui bénéficie d'une grande expertise dans ce domaine-là, et nous souhaitons d'une part attirer les investissements marocains dans ce secteur au Mali, mais aussi l'expertise marocaine, afin de nous renforcer nos capacités pour qu'on soit en mesure d'être vraiment au centre de la sous-région, l'exportateur de produits à très forte valeur ajoutée dans le domaine de l'agriculture et d'autres secteurs, bien entendu. 3 thématiques au menu de la rencontre: le développement du secteur agricole et agro-industriel, des infrastructures économiques et du secteur des mines et de l'énergie. Des panels développés et soutenus par des ministres et des opérateurs économiques des deux parties. La rencontre à elle seule est déjà une réussite. Pour certains opérateurs économiques maliens, elle est le début d'un long processus de coopération. Je pense que de telles initiatives doivent être développées, multipliées pour développer les échanges sud-sud. Notre attente par rapport à de telles rencontres, qui va de deux volets. La première est de prendre d'abord le contact avec nos homologues marocains, de se connaître, et ensuite dérouler le tapis des investissements qu'on a en main. La note finale de la réunion a été donnée par le ministre de l'économie et des finances.
Mme Boiré Fili Sissoko n'a pas manqué de saluer une initiative qu'elle souhaite pérenne. Ce matin, les opérateurs économiques marocains étaient au Conseil national du patronat du Mali, une visite de courtoisie pour baliser le terrain pour les prochains échanges entre les deux parties. Reportage de Nando Zambeli. Courte séance de travail, présentation du Conseil national du patronat du Mali, remise de cadeaux et visites guidées. Tels sont les temps forts de cette cérémonie qui se tient en prélude des échanges formels au haut niveau entre opérateurs économiques maliens et marocains. La cérémonie qui nous réunit ce matin est pleine de signification pour nous car elle est relative au renforcement des relations de coopération entre les secteurs privés des deux pays frères à travers leurs organisations patronales. Nous connaissons l'intérêt et la grande marque d'affection que Sa Majesté le roi Mohamed VI porte au Mali. Par votre présence ici ce matin à la tête d'une délégation de haut niveau de chefs d'entreprise, nous mesurons également votre intérêt pour le Mali. Constatant avec satisfaction l'intérêt des petites et moyennes entreprises marocaines pour le Mali, qui interviennent dans le secteur des services et des fruits et légumes, les deux parties estiment qu'il est de leur devoir de donner un contenu concret et économique à cet intérêt mutuel. Vous avez parlé de nos liens séculaires et historiques, mais nous sommes encore là pour écrire une page de l'histoire sur l'économique. Nous avons une forte dépendance culturelle et une forte dépendance culturelle, et nous voulons avoir une forte interdépendance économique. Vous avez parlé de nos opérateurs économiques précurseurs, mais aujourd'hui on est tous mobilisés, tout type de secteur confondu, pour pouvoir accompagner le développement de notre continent. La présence des opérateurs économiques marocains au Mali leur donne accès au marché commun de l'espace UEMOA avec 80 millions de consommateurs et celui de la CEDEAO avec 300 millions de consommateurs. Les deux parties s'engagent désormais à transformer cet énorme potentiel en réalité d'affaires. Rappelons qu'ils sont 27 chefs d'entreprise marocains dans la délégation du roi. Restons dans le domaine de l'économie. La Banque de développement du Mali, BDM, la Banque internationale pour le Mali, BIM, et la Société des télécommunications du Mali sont des signes de la présence économique du royaume chérifien au Mali. À travers ces sociétés, d'importants investissements ont été opérés avec des retombées certaines pour notre économie. Alousseni Touré nous invite à visiter ces fleurons de la coopération entre le Maroc et le Mali. Avec 36 représentations au niveau national et 3 à l'extérieur, la Banque de développement du Mali peut se targuer d'avoir capitalisé au maximum les acquis de la présence dans son capital de la Banque marocaine pour le commerce extérieur. Aujourd'hui, la BMCE a un pourcentage de 27,38% dans le capital de la BDM. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, la BMCE, à travers ses cadres, assurait la gestion de la banque de 1989 jusqu'à 1994. Et l'objectif de cette assistance était de former les cadres maliens pour pouvoir prendre la relève. Et cette relève a été assurée en 1994. De son côté, la Banque internationale pour le Mali est détenue à 51% par Attijari Wafa Bank. Même si l'arrivée de cette dernière dans le capital est plus récente, elle prétend jouer les premiers rôles. Il y a encore quelques années, on était pratiquement 5e dans le classement de ces banques qui sont au nombre de 13 au Mali. Aujourd'hui, grâce au travail fait, à la proximité avec la clientèle, au développement des flux aussi bien domestiques qu'internationaux, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que nous sommes au pire des cas 3e. Autre fleuron non moins important, la Sotelma Malitel, avec son partenaire stratégique, Maroc Télécom. Ce que ce partenariat a apporté est perceptible sur, je dirais, à tous les niveaux ou tous les compartiments de l'entreprise. Sur le plan technique, donc il y a eu un grand effort ou un vaste, je dirais, programme de modernisation et d'extension de toutes les infrastructures techniques. Le taux de couverture de la population est passé d'à peu près 17 à 20% en 2009 à peu près à 78% en fin 2013.
Toutes ces sociétés ambitionnent de propager leurs actions tout en améliorant la qualité de leurs offres, contribuant ainsi à rehausser l'intensité de cette coopération sud-sud si exemplaire. Et le séjour de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, et de sa délégation se poursuit demain avec notamment la cérémonie de signature de plusieurs conventions entre nos deux pays. Ce sera dans la salle des banquets de Koulouba. Sur un tout autre sujet, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille observe une grève de 48 heures du 19 au 20 février. Selon son secrétaire général, le motif de la grève est la mutation d'un syndicaliste du CHU, Gabriel Touré, une décision qu'il qualifie de contraire au texte syndicaliste. De l'autre côté, par contre, le syndicat national des travailleurs des hôpitaux et des structures de santé n'a pas voulu partir en grève pour motif la situation actuelle du pays. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage dirigée par Moussa Fané a fait un tour au centre hospitalier universitaire du Point G et au centre de santé de référence de la commune 5. À l'appel du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, certaines structures sanitaires observent un mouvement de grève depuis ce mercredi 19 février 2014 pour 48 heures. La grève a été observée au sein de notre structure, mais avec le service minimum. On n'a pas eu d'incident avec les patients, finalement, puisque quand les urgences arrivent, les urgences sont prises en charge. Nous avons du personnel qui est suffisamment présent, donc les activités se déroulent normalement. Et c'est comme un jour ordinaire. Sur le sujet, les avis de deux syndicats divergent. Le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille a observé le mot d'ordre de grève, tandis que le syndicat national des travailleurs des hôpitaux et des structures de santé n'a pas respecté le mot d'ordre de grève. Nous pensons que la grève a été observée sur l'étendue du territoire national en fonction des contacts que nous avons pris. L'objet de la grève, c'est la menace sur la liberté syndicale. Notre syndicat n'a pas observé la grève, en tout cas au Point G, Gabriel. Et même à Tombouctou, on m'a appelé ce matin, voilà, comme quoi ils sont en train de travailler. C'est par rapport, n'est-ce pas, à une mutation qui est venue au niveau de Gabriel Touré. Et celui qui a été muté, c'est le secrétaire général. Mais nous avons estimé que ça ne doit pas être l'objet d'une grève générale. Et parlons de nouveau de formation militaire. Les formateurs sur le marquage et l'enregistrement des armes sont en formation depuis ce matin à Koulouba. Les forces armées de sécurité vont pendant 2 jours mieux comprendre l'utilisation de la nouvelle machine de marquage des armes qui sera mise à leur disposition. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le reportage est signé Lamine Keita. L'accumulation et la prolifération incontrôlée des armes de petit calibre constituent une menace réelle pour la paix et la sécurité des pays africains. On estime actuellement à plus de 700 millions le nombre d'armes incontrôlées en circulation à travers le monde. Les travaux de cet atelier permettront aux participants d'apprendre à l'aide d'une nouvelle machine à marquer et à enregistrer les armes en circulation dans notre pays. Un des gros défis de l'après-crise, c'est la circulation, la prolifération illicite des armes. Et dire qu'on n'a même pas une idée du flux d'armes qui circulent actuellement au Mali. Commencer à marquer les armes, c'est un début pour voir un peu plus dans leur traçabilité. Donc c'est très très important. C'est une formation extrêmement importante parce que avec la nouvelle technologie que nous avons, en marquant les armes, nous pouvons tracer toutes les armes, particulièrement on cible les armes appartenant à l'État pour éviter qu'ils soient déviés pour d'autres buts. Le marquage des armes ainsi que la sécurisation des stocks d'armes sont des préoccupations des autorités, a souligné le secrétaire général de la présidence de la République, et pour cause. Les armes et munitions de toutes les catégories existent et circulent illicitement dans toutes les régions du pays, pour la plupart non marqués ni enregistrés. Les magasins ont besoin d'être sécurisés et conformes aux normes standards. L'atelier est organisé par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères avec le soutien financier de l'Union africaine et de l'Union européenne.
Quittons Bamako pour Dakar, qui a abrité ce lundi une réunion sur la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Au cours de cette réunion, le professeur Romano Prodi, ancien envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région du Sahel, a passé le témoin à Saïd Djinnit. Le Mali, qui assure la présidence de la plateforme de coordination ministérielle sur le Sahel, était représenté par Cheikh Oumar Diarra, ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Le compte-rendu de notre correspondant permanent à Dakar, Souleymane Kantara Sissoko. Saïd Djinnit, nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région du Sahel, il reprend ainsi le flambeau des mains du professeur Romano Prodi, qui a beaucoup œuvré à l'élaboration de la stratégie intégrée, attiré l'attention sur la situation dans la région du Sahel et mobilisé les ressources et les soutiens nécessaires pour répondre aux besoins immédiats et à long terme de la région. A rappelé que le Conseil de sécurité avait souligné dans une déclaration en juillet 2013 l'importance d'une approche coordonnée de toutes les entités des Nations Unies qui concourent à la mise en œuvre de la stratégie intégrée de manière à optimiser les synergies. Une stratégie intégrée qui se décline en paix, sécurité, gouvernance, développement et questions humanitaires pour améliorer la résilience des pays de la sous-région. Le Mali, épicentre du Sahel, présidera la plateforme de coordination ministérielle pour les 2 années à venir et présentera très prochainement sa feuille de route. La vision malienne, elle va être déclinée à partir du mois prochain. Nous sommes en train de travailler avec les Nations Unies et l'Union africaine sur les termes de référence de la plateforme de coordination. Nous sommes également en train d'élaborer les programmes qui feront l'objet d'une discussion lors de la seconde réunion ministérielle sur le Sahel qui aura lieu à Bamako en avril 2014. La vision va s'articuler autour des grands thèmes qui sont au cœur de la stratégie intégrée du Sahel, c'est-à-dire la gouvernance, la sécurité et la résilience. Nous allons élaborer des projets régionaux, des projets nationaux qui prendront en considération ces 3 grands aspects. Appel à la mobilisation des ressources et à l'allègement des procédures de décaissement. Il faut faire vite, mieux et plus, a-t-il dit. Enfin, la situation des réfugiés maliens dans les pays voisins a retenu l'attention. Nous sommes actuellement en train de recenser tous les réfugiés maliens dans les pays voisins qui sont partisans d'un retour volontaire et dans les meilleures conditions. Donc ce travail est en cours. Retour à Bamako, l'école supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme de Badialan vient de remporter le 2e prix du concours international des urbanistes sans frontières. Prix remporté grâce à un projet d'urbanisation du quartier Sans Fil en commune 2. Et ce matin, c'est au ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville que le projet a été présenté. Reportage de Fademba Keita. La restructuration écologique d'un bidonville et adaptation au changement climatique, tel est le thème de ce concours organisé par l'ONG française Urbanistes sans frontières. Seuls participent au dit concours les écoles et universités d'architecture et d'urbanisme invitées par l'ONG initiatrice. Le but visé est d'offrir aux bidonvilles les atouts nécessaires de devenir des quartiers viables. Les dossiers de tous les lauréats nationaux ont été envoyés en France et sur la base d'un dépouillement qui a été fait là-bas et arrivé en France, les 4 lauréats ont présenté leur projet et nous avons été deuxièmes. Sur les 36 pays participants, 4 pays dont le Mali ont été sélectionnés à la phase finale de ce concours international. L'urbanisation du quartier de téléphone sans fil en commune de Bamako a été le projet défendu par l'architecte Youssouf Denyogo. Nous proposons des patios qui permettent de dégager l'air chaud puisqu'on est dans un pays où il fait plus chaud que froid. Donc en 2, puisque la zone se trouve dans un endroit marécageux, nous proposons des types de fondations qui sont adaptables à ces endroits-là. C'est une œuvre intellectuelle qui va se traduire par l'amélioration des conditions de vie de milliers d'habitants du quartier Sans Fil. Inch'Allah, les travaux sont prévus pour début 2015. Il y a des études qui vont être menées. Le jeune lui-même va parfaire son projet à travers un stage.
À l'issue du concours, le Liban enlève le premier prix suivi du Mali et de l'Inde. Le prix spécial est revenu à l'Arménie. Félicitations aux lauréats. À Kidal, dans quelques jours, les autorités régionales quitteront l'ex-mairie pour s'installer dans les bâtiments administratifs rénovés. Les clés ont été donc remises au chef de l'exécutif régional lundi dernier. Les précisions de Tiemoko Sagara. Pour ce premier lot de réhabilitation des bâtiments administratifs, les travaux ont concerné la résidence du gouverneur, le logement du directeur de cabinet, les logements des 2 conseillers du gouverneur, le logement du directeur régional de budget et celui du directeur régional du contrôle financier. Le chef de l'exécutif régional, qui a reçu les clés de ces bâtiments entièrement rénovés, a visité l'ensemble des bâtiments pour apprécier les travaux réalisés. Ces travaux